Et ça y est, dernière partie sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, comme d'habitude, à 8h30. Aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 9 mai. Et il nous reste donc 30 minutes pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce début de semaine. Une semaine qui, vous allez le voir, va être marquée par une météo un petit peu estivale. Alors, de quoi parlons-nous dans le JT ? Eh bien, on quitte le continent pour revenir sur la 25e fête de la Bonnotte. C'était ce week-end à Noirmoutier. Un temps fort sur l'île qui a donc commencé par l'arrachage de la fameuse et plus précoce des pommes de terre. Et puis, notre projet du jour va nous permettre de donner un petit coup de pouce à Marie-Ange. Elle souhaite aménager son camion pour en faire un cabinet de consultation itinérant pour tous les Vendéens, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, qui ont besoin d'un psychologue mais qui sont éloignés des grandes villes. Vous pourrez donc l'aider à réaliser son projet dans une vingtaine de minutes à présent. Mais avant cela, on va regarder quand même la météo. Vous avez sans doute ouvert vos volets. Laissez tomber les blousons aujourd'hui, passez aux manches courtes. C'est une semaine a priori estivale qui s'ouvre à nous, une vague de chaleur qui va surtout marquer le début de semaine. Et nous commençons, vous le voyez, avec un lundi particulièrement ensoleillé. Lundi matin, en plus, du ciel bleu pour tout le monde, du soleil pour tout le monde, 12 dans les terres, 13 sur le littoral. Cet après-midi, un léger voile devrait recouvrir le ciel, mais ça ne va pas empêcher le mercure de continuer de grimper. Au contraire, même, ça va peut-être l'aider. Des températures dignes d'un plein été avec 24 à 27 dans les terres, 20 à 25 sur le littoral. La fraîcheur, si vous la cherchez, il faut prendre le bateau ou le pont. Ce sera sur les îles Dieu et de Noirmoutier avec un peu moins de 20 degrés. 3 rendez-vous marées en ce lundi. Le 4e aura lieu juste après minuit, donc demain mardi. Nous sommes notés avec un coefficient de 30 sur le plus bas coef du mois et même de la saison. Rien de similaire au Sable d'Olonne avant mi-octobre, d'après le calendrier des marées. On a donc largement le temps d'en reparler. Nos 4 rendez-vous marchés du lundi, profitez de ce beau temps justement, de cette belle météo pour sortir à la rencontre de nos producteurs locaux. Noirmoutier-en-l'Île, les Sables d'Olonne, Jars-sur-Mer et Benay sont les 4 communes à marcher du lundi en Vendée. On termine avec l'éphéméride. Aujourd'hui, c'est la Saint-Pacôme. Le soleil se couchera ce soir à 21h25. On gagne donc 2 minutes d'ensoleillement par rapport à hier. C'est le 9 mai aussi. Aujourd'hui, je vous le disais, nous célébrons donc l'Europe, référence à la déclaration Schuman du 9 mai 1950, ce qui est considéré comme l'acte de naissance de l'Union européenne. On passe au journal. Et nous allons donc revenir pour commencer sur ces 2 événements typiquement vendéens qui ont marqué le week-end. Le premier, c'était samedi à Noirmoutier, 25e fête de la Bonnotte pour son arrivée dans nos assiettes. La petite pomme de terre précoce qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en tout cas normalement, a attiré les amateurs de cueillette dès le matin sur l'île. Grégoire de Châtillon, Alexia Janet. La tête en bas et les mains dans la terre, la saison de la Bonnotte peut commencer. Sur ces 2000 m² de culture, les producteurs et amateurs s'activent pour récolter entre 3 et 4 tonnes de légumes. Typique de l'île de Noirmoutier, cette pomme de terre primeur est la première de l'année à être récoltée après 90 jours passés sous terre. Alors la Bonnotte, c'est notre variété emblématique à Noirmoutier et c'est la variété que l'on faisait jusque dans les années 60, donc que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents cultivaient chez eux. Elle ne représente que 2% de notre production annuelle, à environ 150 tonnes tous les ans, et on cultive environ 10 000 tonnes de pommes de terre par an à Noirmoutier. Mais attention à ne pas la confondre avec n'importe quelle autre pomme de terre. Si la Bonnotte est plantée à la main comme les autres variétés, sa plantation se fait dans la terre sablonneuse avec un ingrédient en plus, une algue, le goémon. Avant de la planter, on rajoute du goémon sur la parcelle qu'on va chercher sur la plage. Et après, on la ramasse à la main. C'est un peu plus dur à ramasser parce que c'est de la pomme de terre qui reste attachée aux feuilles. Mais elle a un goût très particulier comparé aux autres. Plus compliqué à ramasser, mais pas de quoi décourager les 2000 personnes venues spécialement pour cette fête de la Bonnotte. Si la pomme de terre a autant de succès, c'est surtout à cause de son goût particulier. Chaque année, j'essaye de venir pour
Elle a un goût particulier, elle a un goût de noisette, c'est le top quoi. C'est le top de la pomme de terre pour moi. Ça avec des petites sardines grillées, le must. Certains sont même venus de loin pour participer à la récolte, comme ce producteur de pommes de terre, basé dans le Finistère, en Bretagne. Je voulais vraiment la goûter parce qu'on ne la trouve pas partout en Bretagne, ni même sur mon département, le Finistère. Donc c'est pour ça que aussi je voulais vraiment, puisqu'on entend vraiment parler de la Bonnotte de Noirmoutier, donc je voulais voir quel goût elle avait par rapport au terroir. Et puis donc voilà, je viens en curieux. Mais attention à ne pas trop attendre pour la déguster. Elle se mange tout de suite après la récolte, qui se poursuivra jusqu'au 18 mai sur l'île de Noirmoutier. Et puis, quasiment au même moment, sur le continent, du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les sardiniers, eux, arrivaient à quai. Ils ont été accueillis par la foule venue participer au printemps de la sardine. Très belle photo ici d'Alan Michon pour la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, justement. Défilé dans la ville, remise du traditionnel panier de 100 sardines au maire, intronisation d'ailleurs de celui-ci, François Blanchet, au sein de la confrérie de la sardine, tout comme 5 autres personnalités, comme Alain Leboeuf, Christelle Morancet, la présidente de région, ou encore Emma Guibert, notre actuelle Miss Vendée. Et quasiment 21 000 € ont été remis à la SNSM de Saint-Gilles grâce à des entreprises locales. Des images aussi de la cérémonie du 8 mai, images tournées à La Roche-sur-Yon, mais la plupart des communes ont évidemment organisé leur rassemblement. Le geste commémoratif lyonnais a eu lieu dans le square Simone Veil, au pied du monument aux morts. Une 77e cérémonie pour célébrer la victoire du 8 mai 1945, qui avait forcément une tonalité un petit peu particulière cette année, alors que le conflit en Ukraine n'est toujours pas réglé. Le 8 mai, avec toutes les forces militaires, avec les forces du souvenir, nous permet de dire aux habitants de La Roche-sur-Yon, les habitants de la France, les habitants de l'Europe, nous permet de leur dire attention. Tout peut se renouveler demain si nous ne sommes pas vigilants. On commémore aujourd'hui la capitulation de l'Allemagne nazie. Attention, tout peut reprendre et aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine doit nous permettre d'être éminemment vigilants. Prenons la direction de la Tranche-sur-Mer à présent, citée la semaine dernière dans le journal officiel. Elle fait partie de 126 communes françaises classées comme prioritaires face au risque de l'érosion côtière. Elle doit donc engager une politique concrète face à ce danger. Une cartographie de l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans va être établie pour voir comment protéger les populations. Écoutez. À peu près, ça impacte une 50aine de maisons qui sont, dans le cadre de l'érosion, déjà en rouge dans la commune. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le soutien de l'État et des financements éventuels pour pouvoir réaliser à terme l'expropriation de ces maisons dans les 30 ans qui viennent. Et d'autre part, il faut penser également qu'à la Tranche-sur-Mer, on est coincé entre Natura 2000 mer et Natura 2000 terre, plus la réserve nationale de la Belle Henriette, les SNIEF 1, SNIEF 2, ce qui veut dire que la commune n'a pas beaucoup de terrain. Donc il va falloir débloquer des terrains. 20 km plus au nord, à Jars-sur-Mer précisément, c'est le port qui est en train d'être rénové, un chantier pour remplacer ces chaînes mères d'origine qui a été lancé en fin de semaine dernière. Ces chaînes installées au fond de l'eau et sur lesquelles les chaînes filles viennent se fixer pour amarrer les bateaux. On a commencé par sécuriser les installations. Donc les chaînes mères, en fait, c'est un équipement qui permet aux bateaux de s'accrocher, de s'amarrer. Et donc ces équipements dataient des années 70 et donc sont d'origine. Et aujourd'hui, ils étaient usés, des risques de sécurité. Donc on a considéré qu'il fallait investir rapidement dans le changement de ces chaînes mères. Donc ces travaux sont partis, il y a à peu près 1 mois et demi de travaux. On compte aussi, au-delà des travaux de chaînes mères, de mettre un ponton flottant qui n'existe pas, qui pourrait créer à peu près 150 places. Donc on devrait pouvoir porter la capacité du port de Jars à peu près un peu plus de 500-600 emplacements. Avant d'ouvrir une page sport à présent, on va prendre la direction de l'Historial. L'Historial qui se prépare à la nuit des musées. C'est samedi prochain, le 14 mai. Et d'ici là, elle lance sa nouvelle expo temporaire dédiée à l'égyptologie. On cite souvent Champollion comme son père fondateur, mais on sait moins que la Vendée aussi a eu son expert en la matière. Diane Delangle. De l'Égypte ancienne à l'Historial de la Vendée,
Il y a une raison à cela. Elle s'appelle Émile Amélino, un égyptologue originaire de la Chaise-Giraud. Nous avons la chance d'avoir un Vendéen qui, au milieu du 19e siècle, est allé fouiller à Abydos, donc un site majeur, et a ramené des objets absolument fabuleux, dont la stèle du roi serpent qui orne les murs du Louvre aujourd'hui. Il n'a pas eu réellement la reconnaissance qu'il attendait. Donc c'est un petit peu pour rendre justice à cet égyptologue un peu décrié par ses pairs et aujourd'hui relativement oublié par l'histoire de l'égyptologie qu'on a voulu le remettre en lumière. L'historiel de la Vendée ne possède aucune des 217 pièces présentées. Toutes ont été prêtées, certaines de façon exceptionnelle. C'est notamment le cas du bassin du roi d'Aisne, gardé jalousement par le Musée royal de Belgique, qu'il a d'ailleurs élevé au rang de trésor royal. Habituellement, il ne quitte jamais son musée, d'autant qu'une nouvelle interprétation est avancée. Jusqu'à quelques mois de ça, on imaginait que ça pouvait être peut-être un mortier donc pour écraser des choses ou peut-être une vasque. Donc on n'avait pas une connaissance très pointue. Et puis donc il y a quelques temps, un égyptologue anglo-saxon a effectué de nouvelles fouilles à Abydos, a trouvé un objet quasiment similaire dans des tombes anciennes et a pu apporter une nouvelle interprétation à cet objet, c'est-à-dire que pour les spécialistes aujourd'hui, il s'agit d'un bassin dans lequel le prêtre qui arrivait pour le culte funéraire dans la tombe d'un roi défunt se purifiait avant d'entrer dans le Saint des Saints, on peut dire, dans le tombeau lui-même. Donc c'est quand même très émouvant et c'était une totale surprise d'avoir cette nouvelle interprétation juste à temps. Clou de l'exposition, l'ensemble funéraire de Céramone et sa momie non débandeletée. Elle a été passée au scanner pour percer ses secrets. Pour les plus jeunes, des outils de médiation permettront de sentir, écouter, jouer et interagir. L'exposition sur la piste d'Osiris est à découvrir jusqu'au 4 septembre. Et nous allons donc maintenant ouvrir la page sport avec des images de la présentation du prochain Tour de l'avenir pour commencer. C'est un petit peu la porte d'entrée du Tour de France puisqu'on y retrouve les meilleurs cyclistes mondiaux de moins de 23 ans. Ce sera du 13 au 22 août prochain et pour cette 58e édition, le peloton va s'élancer de La Roche-sur-Yon, direction la Savoie au terme de 9 étapes. Vendredi soir, les jeunes de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme ont donc fait symboliquement le tour du Pentagone pour marquer le coup à quasiment 100 jours du départ. On parle hockey sur glace aussi avec le Ogli qui restera en 3e division l'année prochaine. Au cours des matchs du carré final qui avait lieu ce week-end, eh bien, les Lyonnais ont gagné face à Anglette, mais ils ont perdu face à Caen et à Amiens. Oui, triste fin de belle saison. Voilà. Mais ça finit comme ça. Mais après, on avait aussi des gars qui sont intelligents encore, juniors, qui sont bien progressés avec nous. Mais malgré tout ça, c'est des matchs comme ça. On a déployé beaucoup d'énergie. Et voilà. Le résultat, il n'est pas là, mais chapeau devant les garçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 3 jours, c'est chapeau. On savait que notre effectif est un peu court, mais on l'a fait avec. Et les gars sont rien lâchés. Ils ont lutté contre les plus gros effectifs que nous et ça, c'est quelque chose que je retiens. Et puis même si ça se passe de l'autre côté de la frontière vendéenne Loire-Atlantique, un petit rappel en jaune et vert si vous avez raté l'info foot du week-end. Le FC Nantes a remporté la Coupe de France samedi soir face à Nice. 1-0 marqué au Stade de France devant des tribunes aux 2/3, paraît-il, acquis à la cause des Nantais. On va passer maintenant à la toute dernière ligne droite de la matinale avec nos différentes chroniques de ce lundi. On commence avec la Minute Positive. On était couvert de plumes rouges. Il les secouait, secouait, secouait. On l'a domité, confus. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu reprends le truc. Dernière répétition avant l'arrivée du public. Pour cette première battle de patois, ce sont ces élèves de l'école élémentaire Les Salines qui sont sur la scène. Ils ont préparé des menteries, autrement dit, des blagues en patois. Une sacrée pignouse. Elle a commencé à chialer, à pleurer, à faiser, tant elle a pigné. Les prises de parole s'enchaînent. Des discours qui ont demandé de la préparation, surtout pour ces enfants qui n'ont parfois jamais entendu cette langue.
Lorsque nous avons commencé à faire appel aux familles ou à des gens de l'extérieur, certains enfants venaient de l'extérieur, donc trouvaient très exotique et très rigolo ce patois, mais d'autres familles ont découvert que dans leur famille, il y avait des grands-parents ou des oncles et tantes ou même des parents qui connaissaient et qui parlaient le patois mais qui l'avaient complètement enfoui. Et ça a été l'occasion pour les enfants de découvrir que dans leur famille, ce patrimoine oral existait encore. Pour assister aux prestations des écoliers, pas loin de 80 personnes étaient sur place. Un moment de partage entre les générations, moment qui était important pour les organisateurs de l'événement. Deux crampons vont pas mettre la goutte par terre. Le patois, une langue qui fascine et qui pourtant se perd à travers le temps. Après, on pourra le transmettre à d'autres personnes et qu'ils transmettront aussi à d'autres personnes. Et comme ça, la langue elle sera toujours transmise et on n'aura pas peur de la perdre. On se rend compte qu'effectivement, pour plein de raisons, ce sont des langues qui ont été un peu mises sous terre, qu'on a cachées honteusement. Et moi, j'ai effectivement des grands-parents, comme dans beaucoup de familles, qui parlent le patois, mais qui ne l'ont jamais transmis. Et quand je vous parle de revanche, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais c'est pas normal qu'on coupe net. Enfin, à quel moment peut-on dire que c'est malsain d'avoir une forme de culture, quelle qu'elle soit ? Et moi, c'est inentendable et du coup, c'est vraiment l'envie de transmettre ce que moi je n'ai pas. Le patois vendéen, une langue minoritaire qui persistera dans tous les cas ici, au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une deuxième édition de la Battle de patois est déjà envisagée pour l'année prochaine. 8h47 sur le plateau de la matinale. On va s'intéresser maintenant au Plus de l'info. Un Plus Info qui revient sur cette fin de chapitre importante pour les AT des Sables d'Olonne. Les travailleurs en situation de handicap qu'elle encadre quittent le restaurant du Roc Saint-Jean dont elle s'occupait depuis 20 ans. Direction une nouvelle mission, cette fois-ci au sein de l'hôpital de la ville. Les ESAT, la vocation première, c'est de l'accompagnement médico-social au travers des activités qu'on peut proposer. Ici, on proposait de l'hôtellerie-restauration. On a d'autres équipes qui font de l'espace vert, qui font du nettoyage de locaux, de la rénovation automobile. On doit être garant aussi que chaque travailleur handicapé qui est accueilli à l'ESAT puisse y trouver un équilibre social et professionnel. Ici, en fait, c'est un hôtel 2 étoiles avec un restaurant. Donc, on était ouvert toute l'année, sauf 15 jours, en fait, au moment de Noël. Alors, on a accueilli beaucoup de groupes et puis des individuels. Cette partie-là, c'est une page qui se tourne, ça y est, on part sur une nouvelle activité, donc qui va être la cafétéria en fait à l'intérieur de l'hôpital des Sables d'Olonne, avec plus une démarche snacking et puis petite boutique, donc qui sera ouverte au public, au personnel en fait du milieu hospitalier. C'est un nouveau challenge et je trouve que c'est vraiment stimulant et les travailleurs avec lesquels on travaille depuis déjà pas mal d'années, en fait, nous suivent. Donc, ça va être de nouveaux apprentissages pour eux, des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres. Donc, je pense que ça va être très, très riche. Là, on va être 12 à intégrer la cafétéria. Et puis, on aura d'autres projets derrière, donc prestations hôtelières pour les logements des internes. Et dans 3-4 ans, on ouvrira un restaurant à la vannerie. Donc une activité avec un hôtel qui complet en juillet-août. Ça demandait pour l'équipe d'être omniprésente, de travailler le dimanche. Et on s'est aperçu qu'il y avait un impact sur l'équipe, forcément, au niveau de la qualité de notre accompagnement. Donc on a mûri le projet depuis 3 ans et on s'est dit peut-être que c'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose, peut-être dans le même secteur d'activité, donc on reste dans la restauration après, ça c'est clair, mais avec peut-être quelque chose de plus régulier de janvier à décembre. Il y aura plus ce stress que connaît tout le secteur de la restauration et qui nous, des fois, nous pose un peu problème. Effectivement, si le travail commence à être un peu plus compliqué, la rythmique est un peu différente, ça peut des fois poser problème, comme n'importe quel individu, c'est pas... Et donc nous, on est d'autant plus garant de cet accompagnement. Voilà. Et c'est de trouver demain une activité plus linéaire, plus facile,
de proximité aussi, parce que du coup on sera ouvert aux clients. Je pense que ça sera un gage aussi de la mission de l'ESAT. Quant au Rock Saint-Jean, eh bien, ses nouveaux propriétaires veulent en faire un établissement étoilé. On va passer à la chronique du projet. Et je vous propose de prendre la route cette semaine. Marie-Ange vous propose de cofinancer Marie Rhapsody. Marie Rhapsody, ce n'est pas une collègue, quoique vous allez voir. C'est un fourgon en fait que la psychologue aimerait bien aménager en cabinet de consultation itinérant pour aller à la rencontre de tous ceux qui sont éloignés des centres-villes en Vendée. Bonjour, Marie-Ange Fournier. Donc, je suis psychologue et thérapeute praticienne de la méthode Tomatis, qui est une méthode de rééducation de l'écoute qui permet d'aider des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes qui ont des difficultés d'écoute ou des troubles de l'apprentissage ou des problèmes affectifs. J'ai à cœur vraiment de continuer cette méthode, mais d'une autre manière, puisque jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dans un cabinet. Cette méthode est très peu connue et peu développée. Et donc, des personnes me sollicitent régulièrement pour pouvoir faire proche de leur domicile cette méthode. Et je me suis dit que acheter un fourgon aménagé pouvait être une bonne idée. Des personnes qui avaient bénéficié de la méthode en Vendée m'ont soumis l'idée de faire appel à la plateforme Vendée Up pour récolter des fonds. Et j'ai trouvé que c'était une super idée de faire appel à la solidarité pour financer ce projet qui permettait de mieux faire connaître la méthode et de la développer, notamment en Vendée et dans d'autres régions. Donc la campagne a été lancée en mars 2022 avec l'objectif d'atteindre plus de 8 000 € pour financer la partie aménagement du camion. Et j'étais très étonnée et heureuse de voir que des personnes contribuaient de manière significative à cette campagne, sachant que j'offre aussi la possibilité d'avoir des contreparties intéressantes, notamment des réductions substantielles sur la thérapie Tomatis. Donc jusqu'à maintenant, j'ai atteint donc presque 8 000 €. J'ai pu financer l'achat du fourgon sur mes fonds propres, donc un boxeur L2H2. Mais la partie aménagement demandait un certain budget, un budget significatif pour que je puisse me mettre aux normes et y effectuer des bilans. Une grande partie des objectifs ont été atteints, mais pour ne pas impacter ma trésorerie et fragiliser mon entreprise, des dons complémentaires seraient les bienvenus. Je remercie les contributeurs et les donateurs car leurs dons m'ont fait chaud au cœur. Et je remercie également Jonathan et Hélène qui aménagent le fourgon et avec qui la collaboration est super. Et il vous reste quelques jours maintenant pour participer à la campagne. Pour aider ce projet, rendez-vous sur vendée-up.fr. On ouvre le programme télé. Et dans ce programme télé, à la page du lundi pour TV Vendée, nous avons une nouvelle belle rencontre avec les passionnés de ce jour. Grégoire de Châtillon est reparti à la découverte des artisans d'art du Poiré-sur-Vie et plus particulièrement de son vitrailliste Alain Verger. Qui es-tu, Alain ? Je suis Alain Verger, je suis vitrailliste et je suis quelqu'un qui a vécu sa vie dans la région. Je suis né à Blois, j'ai grandi à Cordemais, qui est un petit village en Loire-Atlantique qui est sur la Loire. J'ai fait mes études à Saint-Nazaire, ensuite à Nantes. Qui je suis quelqu'un qui est maintenant vitrailliste, mais qui a eu une vie aussi précédemment, une autre vie professionnelle, voilà, une autre vie professionnelle, qui n'avait pas grand-chose à voir, puisque c'était une activité qui était liée au marketing direct. Mais le goût pour le dessin, pour l'image, l'attrait très fort pour le graphisme était toujours là, était toujours sous-jacent. En fait, cette activité autre, c'est une forme de parenthèse, parce que quand j'étais enfant, je faisais des vitraux en papier canson. Donc c'était là, quoi, en fait. Mais la vie fait qu'on part vers autre chose. Et à un moment donné, on revient vers ses amours. Et puis quand on fait un travail qui est une passion, qui est un plaisir, on ne travaille pas, en fait. Donc c'est ça qui est bien.
Et c'est un nouvel épisode des Passionnés à retrouver en intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, par exemple à midi, mais également sur notre chaîne YouTube. On passe au jeu. Avec une nouvelle question, donc, nous vous avons dévoilé ce matin, un petit peu avant 7h30. Regardez les images qui arrivent. Qui s'apprête à fêter 100 ans de défilé carnavalesque ? Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, c'est le Nord. Voilà, le Nord de la Vendée. À la clé, eh bien, il y aura 2 exemplaires du fameux guide 30 jours pour en finir avec la procrastination. Guide de Benoît Pinault et Lucie Renaudot. Lucie qui était venue justement sur le plateau de la matinale pour nous le présenter. Eh bien, vous avez l'occasion de remporter un de ces 2 exemplaires qui sera à retirer justement à TV Vendée. Donc, ce sera l'occasion de passer nous dire bonjour juste à côté de La Roche-sur-Yon. Là-dessus, eh bien, on va mettre un terme à cette matinale du lundi. On oublie le début de semaine. On se retrouvera demain, mardi, dès 7h en direct pour de nouveau 2 heures de bonne humeur. Ça tombe bien, ça rime. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée à tous sur TV Vendée. Et dehors, il va faire très beau. À demain!